Stimuli du rêve et sources du rêve. Ce que l'on doit comprendre par stimuli du rêve et sources du rêve peut être clarifié si l'on se réfère au dicton. Les rêves viennent de l'estomac. Derrière les concepts ici posés se cache une théorie qui conçoit le rêve comme la conséquence d'une perturbation du sommeil. On n'aurait pas rêvé si quelque chose de perturbant ne s'était pas mis en mouvement dans le sommeil. Et le rêve est la réaction à cette perturbation. Les discussions sur les causes excitatrices des rêves occupent la plus large place dans les présentations des auteurs. Il est évident que le problème n'a pu se poser qu'une fois le rêve devenu un objet de la recherche biologique. Les anciens, qui considéraient le rêve comme envoyé par les dieux, n'avaient pas besoin d'aller chercher pour lui une source de stimulus. De la volonté de la puissance divine ou démonique découlait le rêve, du savoir ou du design de celle-ci découlait son contenu. Pour la science, apparut aussitôt la question de savoir si l'instigation à rêver était constamment la même ou pouvait être multiple, et avec elle, la discussion pour savoir si l'explication causale du rêve revenait à la psychologie ou au contraire à la physiologie. La plupart des auteurs semblent admettre que les causes de la perturbation du sommeil, donc les sources du rêvé, peuvent être de nature variée et que des stimuli corporels, aussi bien que des excitations animiques, accèdent au rôle d'excitateur du rêve. Lorsqu'il s'agit d'accorder la préférence à telle ou telle des sources du rêve, d'établir une hiérarchie entre elles selon la significativité qu'elles revêtent pour la genèse du rêve, les vues divergent largement. L'énumération des sources du rêve étant complétée, il s'en dégage finalement 4 sortes, qui ont été utilisées aussi pour la classification des rêves. 1. Excitation sensorielle externe objective. 2. Excitation sensorielle interne subjective. 3. Stimulus corporel interne organique. 4. Source de stimulus purement psychique. Ad 1. Les stimulus sensoriels externes. Strumpel, le jeune, le fils du philosophe dont l'ouvrage sur le rêve nous a déjà plusieurs fois servi de guide dans les problèmes du rêve, a, comme on sait, communiqué l'observation faite sur un malade qui était affligé d'une anesthésie générale des téguments corporels et d'une paralysie de plusieurs organes sensoriels supérieurs. Lorsqu'on coupait cet homme du monde extérieur en fermant le petit nombre de portes sensorielles encore ouvertes, il tombait dans le sommeil. Lorsque nous voulons nous endormir, nous aspirons tous à une situation qui est similaire à celle de l'expérience de Strumpel. Nous fermons les portes sensorielles les plus importantes, les yeux, et nous cherchons à tenir à l'écart des autres sens tout stimulus ou toute modification des stimuli agissant sur eux. Puis, nous nous endormons, bien que nous ne réussissons jamais totalement à faire ce que nous avions projeté. Nous ne pouvons ni tenir les stimuli complètement à distance des organes sensoriels, ni supprimer totalement l'excitabilité de nos organes sensoriels. Que nous soyons à tout moment susceptibles d'être réveillés par des stimuli plus forts. Cela prouve bien que l'âme, dans le sommeil aussi, est restée en liaison permanente avec le monde extracorporel. Les stimuli sensoriels qui nous parviennent pendant le sommeil peuvent très bien devenir des sources du rêve. Or, il y a une grande série de stimuli de ce genre, depuis les stimuli inévitables que l'état de sommeil implique ou n'est forcé de tolérer qu'occasionnellement, jusqu'au stimulus de réveil fortuit qui est propre à mettre fin au sommeil ou qui est destiné. Une assez forte lumière peut pénétrer dans les yeux. Un bruit peut se faire entendre.
Une substance odorante peut exciter la muqueuse nasale. Dans le sommeil, nous pouvons dénuder telle ou telle partie du corps par des mouvements involontaires et les exposer ainsi à la sensation de refroidissement, ou bien, par un changement de position, nous procurer à nous-mêmes des sensations de pression et de contact. Une mouche peut nous piquer ou un petit incident nocturne peut assaillir plusieurs sens en même temps. L'attention des observateurs a collecté toute une série de rêves dans lesquels le stimulus constaté au réveil est un fragment et un fragment du contenu de rêve concordé à un point tel que le stimulus peut être reconnu comme source du rêve. Je cite ici, d'après Jason, 1855, page 527, une collection de rêves de ce genre qui remonte à une stimulation sensorielle objective, plus ou moins accidentelle. Tout bruit perçu indistinctement éveille des images de rêves correspondantes. Le, le, le roulement du tonnerre nous transporte au milieu d'une bataille. Le chant d'un coq peut se transformer en cri d'angoisse d'un être humain. Le grincement d'une porte provoquer des rêves de brigands faisant éruption. La nuit, si nous perdons notre couverture, nous rêverons peut-être que nous déambulons nus ou que nous sommes tombés dans l'eau. Si nous sommes couchés en travers du lit et que nos pieds dépassent le bord de celui-ci, nous ferons peut-être le rêve que nous trouvons au bord d'un abîme effroyable ou bien que nous tombons du haut d'un sommet abrupt, que notre tête vienne se mettre par hasard sous l'oreiller. Un gros rocher est alors suspendu au-dessus de nous et sur le point de nous ensevelir sous son poids. Des accumulations de la semence produisent des rêves voluptueux, des douleurs locales l'idée de mauvais traitements subis, d'attaques ennemies ou de blessures corporelles qu'on vous inflige. Mayer, essai d'explication du somnambulisme, Hall, 1758, page 33, rêva une fois qu'il était agressé par quelques personnes qui retombaient par terre de tout son long sur le dos et enfonçait dans la terre un pieu qui lui passait entre le gros orteil et l'orteil voisin. Alors qu'il se représentait cela dans le rêve, il s'éveilla et sentit qu'un brin de paille était coincé entre ses orteils. D'après Hennings, des rêveurs et somnambules, Weimer, 1784, page 258, le même Mayer, ayant une autre fois fermé sa chemise un peu trop serrée au cou, fit le rêve qu'on le pendait. Hofbauer rêva dans sa jeunesse qu'il tombait d'un mur élevé et s'aperçut au réveil que le bois du lit, qui s'était défait, était effectivement tombé. Gregory relate qu'un jour, en se mettant au lit, il avait placé à ses pieds une bouteille d'eau très chaude, sur quoi il avait fait en rêve un voyage au sommet de l'Etna où il avait trouvé la chaleur du sol presque insupportable. Un autre rêva, après l'application d'un vesicatoire sur sa tête, qu'il était scalpé par une bande d'Indiens. Un troisième, qui dormait avec une chemise humide, crut être traîné à travers un fleuve. Un accès de goutte intervenant dans le sommeil fit croire à un malade qu'il était entre les mains de l'Inquisition et endurait les tourments de la torture. Macnish. L'argument fondé sur la similitude entre le stimulus et le contenu du rêve se trouve renforcé si l'on réussit, par l'apport planifié de stimuli sensoriels, à produire chez quelqu'un qui dort des rêves correspondant au stimulus. D'après Macnish, Giroud de Boucharenquis a déjà procédé à de telles expériences. Il laissa ses genoux découverts
et rêva qu'il voyageait la nuit dans une malle-poste. Il fait alors la remarque que des voyageurs savent bien que dans une calèche, les genoux se refroidissent la nuit. Une autre fois, il laissa sa tête découverte à l'arrière et rêva qu'il assistait à une cérémonie religieuse en plein air. C'était en effet la coutume, dans le pays où il vivait, d'avoir la tête constamment couverte, sauf dans des circonstances comme celle qui vient d'être mentionnée. Maury communique de nouvelles observations de rêves produits sur sa propre personne. Une série d'autres expériences n'eut aucun succès. 1. On lui chatouille les lèvres et le bout du nez avec une plume. Rêve d'une effroyable torture. On lui met un masque de poids sur le visage, puis on l'arrache, de sorte que la peau vient avec. 2. On affûte des ciseaux sur une pincette. Il entend sonner des cloches, puis le tocsin. Et le voici transporté dans les journées de juin 1848. 3. On lui fait respirer de l'eau de Cologne. Il est au quart dans la boutique de Jean-Marie Farina, à quoi se rattachent de folles aventures qu'il ne peut pas reproduire. 4. On lui pince légèrement la nuque. Il rêve qu'on lui applique un vesicatoire et pense à un médecin qui l'a traité enfant. 5. On approche un fer très chaud de son visage. Il rêve des chauffeurs qui se sont glissés dans la maison et contraignent les habitants à céder leur argent et leur mettant les pieds dans le brasero. Puis survient la duchesse d'Abrantès, dont il est dans le rêve le secrétaire. 8. On lui verse une goutte d'eau sur le front. Il est en Italie, sue abondamment et boit le vin blanc d'Orvieto. 9. À plusieurs reprises, on fait tomber sur lui la lumière d'une bougie à travers un papier rouge. Il rêve du temps, de la forte chaleur. Il se retrouve en pleine tempête, celle dans laquelle il fut pris un jour dans la Manche. D'autres tentatives pour produire expérimentalement des rêves viennent de Dervey, Weygand, etc. De plusieurs côtés. On a noté la frappante habileté du rêve à insérer dans la trame de ses formations des impressions soudaines issues du monde sensoriel, de telle sorte qu'elles donnent forme en celle-ci à une catastrophe qui a déjà été progressivement préparée et introduite. Hildebrandt. Dans mes jeunes années, raconte cet auteur, je me servais de temps en temps, pour me lever régulièrement à une heure matinale déterminée, du réveil matin bien connu qui la plupart du temps est intégré au mouvement d'horlogerie. Il m'est bien arrivé des centaines de fois que le son de cet instrument vienne à s'intégrer dans un rêve apparemment très long et cohérent, comme si la totalité de ce rêve n'était conçue qu'en fonction de ce son et trouvait en lui sa pointe spécifique. Logiquement inéluctable, son but final, naturellement assigné, Je citerai encore dans une autre intention 3 de ses rêves de réveil matin. Volkilt, page 68, raconte: un compositeur fit un jour le rêve qu'il était maître d'école et voulait justement expliquer quelque chose à ses élèves. À peine en a-t-il fini qu'il se tourne vers l'un des garçons et lui demande: m'as-tu compris? Celui-ci crie comme un possédé: Oja! Oh oui!
Oh, regarde! Fâché par cela, il lui reproche d'avoir crié. Mais déjà la classe entière crie Orja, puis Urjo, et enfin Fuerjo, au feu. Et voici Fuero. Bref. Et voici qu'il est maintenant réveillé par des cris réels de haut feu qui viennent de la rue. Picarnier, traité des facultés de l'âme, 1865, cité par Redstock, rapporte que Napoléon Ier fut tiré par l'explosion d'une machine infernale d'un rêve qu'il faisait alors qu'il dormait en voiture et dans lequel il revivait le passage du Tagliamento et la canonnade des Autrichiens, jusqu'à ce que, dans un sursaut d'effroi, il s'écria « Nous sommes minés !» Un rêve vécu par Mouret est parvenu à la célébrité. Le sommeil, page 161. Il était souffrant et couché dans sa chambre. Sa mère était assise à côté de lui. Il rêva alors de la terreur au temps de la Révolution, assista à d'atroces scènes de meurtre et fut ensuite cité lui-même devant le tribunal. Là, il vit Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville et tous les tristes héros de cette affreuse époque, répondit à leurs questions, fut condamné après toutes sortes d'épisodes qui ne fixèrent pas dans son souvenir, et ensuite, accompagné d'une foule s'étendant à perte de vue, fut mené au lieu d'exécution. Il monte sur l'échafaud. Le bourreau le ligote sur la planche. Elle bascule. Le couteau de la guillotine tombe. Il sent sa tête se séparer du tronc. S'éveille dans l'angoisse la plus terrible, et trouve que le baldaquin du lit était tombé, l'avait atteint à la vertèbre cervicale, vraiment tout à fait comme le couteau de la guillotine. À ce rêve se rattache une discussion intéressante, introduite par le Lorrain Égard. Arrête. Celle-là. Le rêve. J'ai vu tes Le oiseaux, Lorrain tu viens dehors? et Agar, dans la revue philosophique, pour savoir si et comment le rêveur trouve la possibilité, dans le court laps de temps qui s'écoule entre la perception du stimulus de réveil et le réveil, de comprimer un contenu de rêve d'une abondance apparemment aussi excessive. Des exemples de cette sorte font apparaître que les stimulations sensorielles objectives pendant le sommeil sont, parmi les sources du rêve, celle qui est la mieux attestée. C'est d'ailleurs cette seule et unique source qui joue un rôle dans la connaissance du profane. Demande-t-on à quelqu'un de cultivé, qui par ailleurs est resté étranger à la littérature sur le rêve, comment se produisent les rêves? Il répondra sans le moindre doute en évoquant un cas venu à sa connaissance dans lequel un rêve trouva son éclaircissement dans un stimulus sensoriel objectif, reconnu après le réveil. L'approche scientifique ne peut pas s'arrêter là. Elle trouve l'occasion de questions supplémentaires dans l'observation que le stimulus agissant sur les sens pendant le sommeil ne survient certes pas dans le rêve sous sa forme effective, mais qu'il a pour représentant n'importe quelle autre représentation qui se trouve dans une quelconque relation avec lui.
Mais la relation qui relie le stimulus du rêve et le rêve qui en est le résultat est, selon les paroles de Maury, une affinité quelconque, mais qui n'est pas unique et exclusive. Analogie, page 72. Voyez, par exemple, 3 des rêves de réveil matin de Hildebrandt. Il faudra alors se demander pourquoi le même stimulus provoqua les rêves résultats si divers et pourquoi précisément cela. Page 37. Donc, par un matin de printemps, je vais me promener et je flâne à travers les champs verdoyants jusqu'à un village voisin. Là, je vois les habitants en costume de fête, le livre de cantiques sous le bras, se diriger nombreux vers l'église. C'est vrai. C'est effectivement dimanche et l'office du matin va bientôt commencer. Je décide d'y prendre part, mais auparavant, parce que je suis un peu congestionné, je vais prendre le frais dans le cimetière qui entoure l'église. Tandis que je lis les diverses inscriptions funéraires, j'entends le sonneur monter au clocher et je vois alors, au sommet de celui-ci, la petite cloche du village qui va donner le signal du début de la prière. Pendant tout un moment encore, elle est pendue là, immobile, puis elle commence à se balancer. Et soudain ses coups retentissent, clairs et perçants, si clairs et perçants qu'ils mettent fin à mon sommeil. Mais les sons de cloche viennent du réveil matin. Deuxième combinaison. C'est un clair jour d'hiver. Les rues sont recouvertes d'une épaisse couche de neige. J'ai accepté de participer à une promenade en traîneau, mais je dois attendre longtemps avant qu'on annonce que le traîneau est devant la porte. Viennent maintenant les préparatifs pour y monter. La fourrure est mise, la chancelière est sortie, et enfin je suis assis à ma place. Mais le départ tarde encore jusqu'à ce que les reines transmettent leur signal aux chevaux qui attendent. Les voilà qui tirent, les grelots, vigoureusement agités, commencent leur musique de janisseurs bien connue avec une puissance qui déchire instantanément la toile d'araignée du rêve. De nouveau, ce n'est rien d'autre que le son strident de la cloche du réveil matin. Et voici le troisième exemple. Je vois une fille de cuisine qui marche le long du corridor avec quelques douzaines d'assiettes empilées les unes sur les autres, en direction de la salle à manger. La colonne de porcelaine dans ses bras me semble en danger de perdre l'équilibre. Fais attention, dis-je pour l'avertir. Tout le chargement va tomber par terre. Naturellement, la réplique de rigueur ne se fait pas attendre. On a bien l'habitude de ce genre de choses, etc. Tandis que je continue à suivre d'un œil inquiet la fille qui avance. Le fait, sur le seuil de la porte, voilà qu'elle trébuche. La fragile vaisselle tombe, se fracassant en mille débris qui s'éparpillent sur le sol, mais le bruit qui se poursuit indéfiniment n'est pourtant pas, je le remarque bientôt, un fracas proprement dit, mais une véritable sonnerie. Et avec cette sonnerie, c'est seulement, comme le reconnaît à présent celui qui se réveille, le réveil matin qui a fait son devoir. À la question de savoir pourquoi l'âme dans le rêve méconnaît la nature du stimulus sensoriel objectif, il a été répondu par Strumpel, et presque de la même manière par Wundt, que, face aux stimuli qui font irruption dans le sommeil, elle se trouve placée dans les conditions de la formation d'une illusion. Une impression sensorielle est reconnue par nous et correctement interprétée, c'est-à-dire insérée dans le groupe de souvenirs auquel, d'après toutes les expériences précédentes, elle appartient. Lorsque cette impression est suffisamment forte, nette, durable, et lorsque nous disposons du temps nécessaire pour mener cette réflexion, si ces conditions ne sont pas remplies, nous méconnaissons l'objet dont provient l'impression, nous formons sur la base de celle-ci une illusion.
Lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un se promène en pleine campagne et perçoit indistinctement un objet éloigné, il peut arriver qu'il prenne d'abord celui-ci pour un cheval. Si l'on y regarde de plus près, l'interprétation qu'il s'agit d'une vache au repos pourra s'imposer, et enfin la représentation pourra se résoudre avec certitude en celle d'un groupe de personnes assises. Or, les impressions que l'âme reçoit dans le sommeil par des stimuli externes sont d'une nature tout aussi indéterminée. Sur la base de celle-ci, elles forment des illusions, du fait qu'est réveillé par l'impression un nombre plus ou moins grand d'images mnésiques par lesquelles cette impression trouve sa valeur psychique, qu'elle est, parmi les nombreuses sphères de souvenirs entrant en ligne de compte, celle à partir de laquelle les images correspondantes sont réveillées, et qu'elles sont, parmi les relations d'association possibles, celle qui entre ainsi en vigueur, c'est là d'ailleurs, d'après Strumpel, ce qui reste indéterminable et en quelque sorte abandonné à l'arbitraire de la vie d'âme. Nous voici placés devant un choix. Nous pouvons concéder qu'il n'y a effectivement pas lieu de poursuivre plus avant dans la recherche d'une conformité de la formation du rêve à des lois, et renoncer ainsi à demander si l'interprétation de l'illusion provoquée par l'impression sensorielle n'est pas soumise à d'autres conditions. Ou bien nous pouvons en venir à supposer que la stimulation sensorielle objective qui fait irruption dans le sommeil ne joue qu'un rôle modeste en tant que source du rêve et que d'autres facteurs déterminent le choix des images mnésiques qui seront réveillées. De fait, si on examine chez Maury les rêves produits expérimentalement, que j'ai communiqués dans cette intention avec tant de détails, on est tenté de dire que l'expérience mise en œuvre ne couvre véritablement que l'un des éléments du rêve et que le reste du contenu du rêve apparaît par contre trop autonome, trop déterminé dans le détail, pour pouvoir être expliqué par une seule et unique exigence, celle de devoir s'accorder avec l'élément introduit expérimentalement. Bien plus, on en vient même à douter de la théorie de l'illusion, ainsi que du pouvoir qu'aurait l'impression objective de donner forme au rêve. Lorsqu'on apprend que cette impression trouve à l'occasion dans le rêve l'interprétation la plus singulière et la plus éloignée, c'est ainsi, par exemple, que M. Simon raconte un rêve dans lequel il voyait des personnes gigantesques assises à table et entendait distinctement l'affreux claquement que produisait pendant la mastication leurs mâchoires s'entre-choquant. Se réveillant, il entendit le martèlement des sabots d'un cheval qui passait au galop devant sa fenêtre. Si le bruit des sabots du cheval a ici éveillé précisément des représentations issues de la sphère de souvenirs des voyages de Gulliver, le séjour chez les géants de Brobdingnag et chez les vertueuses créatures chevalines, une interprétation que j'aimerais faire, sans rien chez l'auteur qui vienne l'appuyer. Le choix de cette sphère de souvenirs si inhabituelle pour ce stimulus ne devrait-il pas aussi avoir été facilité par d'autres motifs?